Le mont Everest est la montagne la plus haute du monde et aussi celle qui contient le plus de secrets. Aujourd'hui, nous allons découvrir depuis la vallée Arc-en-Ciel jusqu'à l'existence du Yéti. Voici les 15 choses les plus mystérieuses qui se sont produites sur le mont Everest, qui te laisseront sûrement sans voix. Numéro 15. Les bottes vertes du mont Everest. Si jamais tu veux escalader les pentes du mont Everest, tu tomberas sur un homme mort et intact avec des bottes d'alpinisme vertes aux pieds. Il s'appelle bottes vertes. Malgré les innombrables cadavres sur le mont Everest, les bottes vertes restent un repère pour d'autres alpinistes. Alors, comment ce cadavre particulier est-il arrivé là-bas? On pense que bottes vertes est un Indien nommé Sewang Paljor qui n'avait que 28 ans lorsqu'il est mort. Après avoir terminé la 10e année, il a quitté l'école pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Il a grandi dans l'État indien de Jammu et Cachemire, dans la région du Ladakh, entouré de montagnes. Après avoir quitté l'école, Paljor a rejoint la police frontalière indo-tibétaine, qui a été formée en 1962. Les hommes qui travaillaient dans le service de la police frontalière indo-tibétaine se spécialisaient entièrement dans les paysages de haute altitude. Pendant son temps de travail, Paljor a escaladé plusieurs sommets. En 1996, la police frontalière indo-tibétaine a formé un groupe d'élite d'alpinistes pour atteindre le sommet du mont Everest. Du côté nord, Sewang Paljor a été choisi comme l'un des membres. Le commandant de l'équipe était le commandant Doinder Singh. Paljor, avec 7 autres alpinistes de l'unité frontalière de la police indo-tibétaine, y compris le chef adjoint Harbhajan Singh, ont été choisis pour l'équipe du sommet, en raison de leur force et de leur passion. Le 10 mai 1996 est un jour tragique dans l'histoire du mont Everest. Paljor a connu une fin terrible en ne pouvant pas garder le contrôle de son corps pendant une puissante tempête de neige. Il a fui la tempête en rampant vers une petite grotte. Il a fait de vaines tentatives pour se protéger de la tempête jusqu'à ce qu'il décède. Numéro 14. Les fantômes de l'Everest. Comme mentionné précédemment, les corps gelés couvrent le mont Everest. Ce qui fournit un rappel sombre et décourageant des nombreux dangers liés à l'ascension du plus haut sommet du monde. Ces corps, dont le nombre est inconnu mais certainement significatif, sont là depuis des décennies, parfaitement préservés par le froid extrême et l'altitude, créant une vue inquiétante et glaçante pour les alpinistes qui passent par là, un avertissement constant des conséquences mortelles d'un faux pas ou d'une mauvaise décision. À mesure que l'on monte plus haut sur la montagne, ces corps deviennent plus fréquents et visibles. Certains sont même utilisés comme point de repère pour la navigation, une sorte de jalon macabre qui marque la route à suivre. Beaucoup de ces corps sont encore vêtus de leurs équipements d'escalade, certains de couleur vive, qui offrent un contraste marqué avec la neige blanche et la glace bleue de leur environnement. D'autres sont partiellement enterrés dans la neige, avec seulement une main, un pied ou une partie de leur visage émergeant de la surface glacée. Selon Pombadori, un Tibétain natif qui a vécu de première main des apparitions de fantômes en s'approchant du sommet par le sud, ces corps peuvent être encore plus troublants. Il se souvenait avoir vu des ombres noires s'approcher de lui, tendant les mains et demandant quelque chose à manger. À chaque fois qu'elles s'approchaient de lui, elles se rapprochaient de lui. Dispersés à chaque altitude et à chaque coin, il n'est pas rare que les alpinistes commencent à halluciner à cause de l'épuisement et de l'hypoxie, confondant ces corps gelés avec des alpinistes vivants. Cette confusion ne fait qu'accentuer l'atmosphère effrayante et étrange qui enveloppe cet endroit, transformant l'expérience de l'ascension de l'Everest en quelque chose de plus proche d'un cauchemar que d'une aventure. Numéro 13. La mort qui n'a jamais eu lieu. En 1924, 4 campeurs enthousiastes participant à l'expédition britannique au mont Everest, la plus haute montagne du monde, ont trouvé leur fin dans ces hauteurs imposantes. Au cours de cette expédition, les campeurs poursuivaient l'aventure et l'excitation qu'offre l'alpinisme en haute montagne. Tragiquement, ils n'ont pas survécu pour raconter leur expérience. Les alpinistes envoyés pour récupérer le corps d'un grimpeur slovaque, qui avait succombé aux rigueurs du mal des montagnes, sont tombés sur une scène figée dans le temps. Ils ont trouvé les corps de ces 4 campeurs, étendus dans 2 tentes séparées. La scène était à la fois macabre et fascinante.
Malgré avoir passé presque un siècle dans les conditions les plus dures, les corps des campeurs étaient complètement conservés, enfermés dans une capsule temporelle gelée dans la neige et la glace. C'était comme si le temps avait été suspendu à cet endroit, préservant les corps pour la postérité. Les corps ont été découverts dans une région reculée de la montagne connue sous le nom de Deuxième Passage. C'est un tronçon particulièrement difficile et dangereux sur la route de l'Everest, et c'est ici qu'ils ont apparemment trouvé leur fin tragique. Ce qui est le plus déconcertant dans cette découverte, c'est que personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il n'y avait aucun signe clair de blessure ou de traumatisme sur les corps, et encore plus étrange, aucun autre groupe sur la montagne n'a signalé de membres disparus. La mort de ces 4 campeurs reste un mystère. Une triste histoire figée dans les hauteurs de l'Everest. Numéro 12. La vallée de l'Arc-en-Ciel du mont Everest. Une région connue sous le nom de vallée de l'Arc-en-Ciel se trouve sous la crête nord du mont Everest. Cette région de la vallée se situe à plus de 8000 mètres. La zone est remplie de cadavres d'alpinistes qui ont échoué dans leur tentative d'atteindre le sommet. Il y a plusieurs cadavres dans la section Rainbow Valley. La région est connue sous le nom de Rainbow Valley en raison de la vue multicolore qu'elle offre de loin, très semblable à un arc-en-ciel. Là-bas, les cadavres sont recouverts de vestes de couleur bleue, rouge, orange et verte. De plus, parmi les déchets colorés qui ont été abandonnés, on trouve des tentes, des boîtes de conserve et des bouteilles d'oxygène. Certains alpinistes se réfèrent à cet endroit comme la zone de la mort de l'Everest. Chaque année, un grand nombre d'alpinistes tentent d'atteindre le sommet. Certains d'entre eux y parviennent, tandis que d'autres abandonnent et redescendent. Et malheureusement, certaines personnes décèdent en atteignant ou en quittant le sommet. En 2019, au moins 11 personnes sont mortes. Presque toutes ont passé un certain temps dans la zone de danger. L'année s'est avérée être l'une des pires saisons de l'Everest des derniers temps. Certaines organisations d'expédition ont attribué ces décès à l'encombrement sur le chemin vers le sommet. Il semble qu'il n'y ait qu'un seul chemin vers le sommet, et cela oblige souvent les alpinistes à attendre longtemps sur le chemin. Selon le Katmandu Porter, 250 alpinistes ont tenté d'atteindre le sommet le 22 mai 2019. De nombreux alpinistes ont dû faire la queue pour monter et descendre. Les environs de la zone incluent également des conditions météorologiques défavorables, de faibles niveaux d'oxygène et de fortes rafales de vent. Quiconque ne peut pas survivre dans ce petit espace par lequel les gens mettent beaucoup de temps à passer. Les alpinistes les plus désespérés le poussent hors du chemin. En conséquence, la vallée Arc-en-Ciel finit par devenir le lieu de repos final des personnes poussées, et leurs cadavres restent frais en raison de la neige qui empêche leur décomposition. Comme il est dangereux de déplacer des cadavres, personne n'est prêt à prendre des risques avec l'alpiniste déjà mort. Pourtant, déplacer un cadavre nécessite plusieurs personnes pour un seul corps. La zone colorée qui constitue la vallée Arc-en-Ciel est créée par les morceaux de cadavres dans la région. Numéro 11. Goral de l'Himalaya. Les gorals de l'Himalaya sont une espèce rare et unique que l'on trouve dans la région mystérieuse et majestueuse du mont Everest. Communément connue sous le nom de goral gris en raison de leur pelage distinctif, cette espèce fait partie intégrante de la vaste et diversifiée famille des bovidés de l'Himalaya. Avec un poids qui fluctue entre 35 et 42 kg et une longueur qui varie de 95 à 130 cm, le goral est une créature véritablement spéciale. Son apparence se caractérise par des rayures sombres distinctives, un pelage de ton brun grisâtre et des pattes d'une belle couleur cannelle, qui lui permettent de se déplacer avec adresse dans son habitat montagneux. Les jeunes gorals sont sevrés à l'âge de 7 ou 8 mois, marquant une étape importante dans leur croissance et développement. À l'âge de 3 ans, ils peuvent déjà atteindre la maturité sexuelle, entamant ainsi leur cycle de reproduction. Une autre caractéristique notable de cette espèce est sa longévité. Un goral peut vivre jusqu'à 14 ou 15 ans. Une durée de vie considérable pour un animal de sa taille. Les femelles de l'espèce ont généralement une seule progéniture après une période de gestation qui peut durer entre 170 et 218 jours. Le goral est un animal crépusculaire, ce qui signifie qu'il est plus actif pendant les premières heures du matin et en fin d'après-midi. Moment où il en profite pour se nourrir et boire de l'eau.
Il passe ensuite le reste de la journée à se reposer et à somnoler au bord d'un rocher, où il peut observer son environnement en toute sécurité. Le goral de l'Himalaya est reconnu pour sa force et sa vitesse. Cet animal est capable de courir à grande vitesse, un atout qui lui permet d'échapper aux prédateurs et de se déplacer avec agilité dans son habitat rocheux. Cependant, le plus surprenant chez cette créature est sa capacité à se cacher des regards. Lorsque vous visiterez le mont Everest, il est possible que vous ne voyez pas cette créature, malgré sa présence. Le secret réside dans la coloration de son pelage, qui lui permet de se camoufler parfaitement avec son environnement, le rendant très difficile à détecter. C'est l'une des raisons pour lesquelles le goral gris est une créature si mystérieuse et fascinante. Numéro 10. Caca énorme. Le mont Everest a de nombreux problèmes. Et l'accumulation de matière fécale n'est qu'un d'entre eux. Alors que des centaines de personnes tentent de gravir la plus haute montagne du monde chaque année, elles passent des semaines dans 4 camps différents sur leur chemin et s'adaptent au faible niveau d'oxygène dans l'air. Faire caca est inévitable. Selon le comité de contrôle de la pollution de Sagarmatha chargé de nettoyer l'Everest, les alpinistes laissent jusqu'à 28 000 livres d'excréments par an. Dans un camp qui est presque de la taille de 2 éléphants mâles adultes. En plus des fosses d'excréments et d'urine, les camps environnants deviennent un grave problème environnemental et de santé dont tant de gens parlent concernant l'eau. Stephen Sherpa, chef de l'expédition à l'Everest depuis 2008, a affirmé que des mesures urgentes doivent être prises pour aborder le problème des excréments dans la zone, qu'il considère comme un danger pour la santé. En 2013, un autre observateur nommé professeur Paljor Figroa a soulevé la situation selon laquelle, en l'absence d'un système efficace de gestion des déchets solides pendant des décennies, les expéditionnaires vidaient leurs intestins là où ils pouvaient quand ils en avaient envie. En conséquence, les excréments humains se sont accumulés dans la neige et périodiquement les glaciers de la montagne régurgitent des courants d'excréments. Gary Porter, un grimpeur et ingénieur à la retraite de l'État de Washington. Il croyait que ces excréments finiraient par atteindre la rivière et contaminer l'eau. À ce problème s'ajoute le climat froid de l'Everest, qui empêche les excréments de se décomposer facilement. Mais Porter cherche toujours une manière noble de résoudre le problème des excréments. Porter et un ancien grimpeur de l'Everest, Dan Mazur, ont présenté le projet Mont Everest par Ogu pour tenter d'éliminer ce danger environnemental. Cependant, bien que ce projet soit largement utilisé et facile à construire, il est également difficile à opérer à haute altitude comme sur le mont Everest. De plus, le projet est assez coûteux, car Porter a estimé que le premier digesteur de biogaz coûterait environ $1 demi-million. Il semble que la solution simple soit que les grimpeurs se débarrassent de leurs excréments de manière responsable. Numéro 9. L'extraterrestre aperçu sur le mont Everest. Le mystère derrière les extraterrestres reste non résolu, même pour les chasseurs et scientifiques d'OVNI dernièrement. Un objet étrange a été vu flottant au-dessus du mont Everest. Un enregistrement pris en 2012 montrait un objet noir effrayant se frayant un chemin dans le ciel. La rare image a été capturée par le cinéaste David Brechet, utilisant un logiciel sophistiqué pour assembler 477 images. Et créer une photographie détaillée de la chaîne montagneuse avec la forme noire visible dans le ciel. Les passionnés d'extraterrestres affirment que l'objet ne peut pas être un drone ou un hélicoptère en raison de son altitude de vol. L'image incroyable a amené les chasseurs d'extraterrestres et les scientifiques à spéculer que la zone pourrait abriter des bases secrètes de type zone 51 cachées sous terre. On affirme que les frontières entre l'Inde et la Chine ne sont pas pénétrables en raison de la présence d'extraterrestres. Selon un document déclassifié apparu en 1998, il est affirmé que ces ovnis ont été aperçus. Il a été observé que l'un d'eux était un objet brillant qui clignotait à intervalles réguliers et émettait un son tonitruant. De plus, à 292 km du mont Everest, précisément au nord-est de Pokhara, un autre objet a été trouvé. Il s'est avéré être un énorme objet métallique en forme de disque avec une base de 6 pieds et 4 pieds de hauteur dans un cratère. Numéro 8. Attaque des Sherpas. Les Sherpas sont un groupe ethnique originaire du Népal, reconnu mondialement pour leur endurance et leur adaptabilité aux conditions de haute altitude. Leur capacité à survivre.
Revivre et prospérer dans les conditions extrêmes de l'Himalaya les a rendus indispensables dans les expéditions d'alpinisme, notamment lors des tentatives d'ascension du mont Everest. En 2014, un groupe d'alpinistes du monde entier s'est réuni pour tenter de conquérir le sommet le plus haut de la Terre, le mont Everest. Cependant, l'expédition s'est terminée en tragédie lorsque 13 Sherpas ont perdu la vie dans la tentative et 3 autres ont disparu. Ils ont ensuite été déclarés morts. Malgré cette perte tragique, les Sherpas ont continué à être une partie intégrante des expéditions au mont Everest. Leur connaissance du terrain et leur capacité à supporter les conditions difficiles ont contribué à de nombreuses ascensions réussies au sommet. Cependant, toutes les interactions entre les Sherpas et les alpinistes étrangers n'ont pas été pacifiques. Il y a eu des incidents de violence sur la montagne où les Sherpas ont attaqué des grimpeurs. Un alpiniste, Jonathan Griffith, a partagé son expérience dans laquelle lui et ses compagnons ont été attaqués par un groupe de Sherpas et ont été forcés de fuir pour sauver leur vie. En rapportant depuis une ville au nord-est du Népal, qui sert de porte d'entrée à la région de l'Everest, Griffith a décrit une scène tendue au sommet de la montagne. Il a révélé qu'environ 150 Sherpas se sont rassemblés et ont commencé une discussion animée qui est rapidement devenue violente. Griffith a raconté comment les Sherpas leur ont donné des coups de pied, des coups de poing, et leur ont même lancé des pierres. Au milieu de la situation chaotique, ils ont dû abandonner leur expédition et fuir la montagne. Heureusement, ils n'étaient pas seuls au sommet. D'autres alpinistes au sommet sont venus à leur secours. Griffith a également loué Melissa Arnault, une alpiniste américaine et la seule femme à avoir gravi l'Everest sans oxygène supplémentaire, qui les a alertés de l'attaque imminente. Pour éviter de nouveaux affrontements, Griffith, avec ses 2 amis et compagnons alpinistes Willie Steck et Simon Moreau, ont rassemblé leurs outils et ont fui les lieux sans utiliser la corde comme protection. Ce qui normalement serait une marche de 2 jours, ils l'ont complété en un peu plus de 3 heures, démontrant une fois de plus leur gratitude. La résistance et l'esprit de survie des alpinistes. Numéro 7. Découverte de fossiles marins. Dans une découverte étonnante qui a laissé perplexes les scientifiques du monde entier, une preuve du déluge biblique a été découverte. Une équipe dévouée de chercheurs et d'alpinistes, après une traversée ardue, a réussi à atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde, le mont Everest. Là, à leur grande surprise, ils ont découvert des fossiles marins. Les fossiles découverts au sommet du mont Everest incluent une variété de créatures marines, telles que des ammonites, des ostracodes, des trilobites, des crinoïdes et des poissons. Ces fossiles appartiennent à l'ère paléozoïque, une période qui s'est terminée il y a environ 250 millions d'années. Bien qu'à première vue, la découverte de fossiles marins au sommet d'une montagne puisse sembler inhabituelle, en réalité, ce n'est pas tout à fait inattendu. Au cours de l'histoire géologique de notre planète, le mont Everest et la région environnante de l'Himalaya faisaient partie d'un vaste fond océanique. C'est par l'action des changements tectoniques que cette région s'est élevée, formant la chaîne montagneuse que nous voyons aujourd'hui. Ce fait impressionnant est une preuve de l'incroyable transformation qu'a subie notre planète au cours de millions d'années. Cependant, la découverte de fossiles marins sur le mont Everest a également déclenché des spéculations parmi certains groupes religieux qui y voient une possible preuve du déluge biblique. Selon le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 1, le déluge était un événement catastrophique survenu il y a environ 4000 ans, durant lequel le monde entier a été submergé par l'eau. Bien que la découverte de fossiles marins sur le mont Everest puisse être cohérente avec l'idée d'une inondation mondiale, les scientifiques avertissent qu'il n'existe pas de preuves concluantes pour soutenir cette théorie. Les processus géologiques qui ont créé la région de l'Himalaya sont bien connus, et la présence de fossiles marins peut être expliquée par ces processus sans attribuer de croyances surnaturelles. Néanmoins, la découverte de ces fossiles offre une vision fascinante de l'histoire de notre planète et souligne la nature en constante évolution de la recherche scientifique. Numéro 6. Herbes et arbustes qui poussent sur le mont Everest. Contre toute attente, les herbes et les arbustes ont pris racine sur le mont Everest depuis des années. On pensait que le sommet était un désert aride et inhospitalier, incapable d'abriter toute forme de vie végétale.
Mais des études récentes ont révélé que ce n'est plus le cas. Les herbes et arbustes ont commencé à prendre racine sur les pentes du mont Everest, défiant les probabilités et remettant en question nos suppositions sur les limites de la vie sur Terre. Les nouvelles découvertes montrent une augmentation petite mais significative de la végétation à 4 niveaux d'altitude au-dessus du niveau de la mer. À mesure que la couche de glace de la région continue de fondre, le développement des herbes et des arbustes sur le mont Everest et dans tout l'Himalaya a augmenté de manière spectaculaire. En utilisant des données scientifiques, les scientifiques ont découvert la croissance de la végétation subnivale, c'est-à-dire des plantes qui poussent entre la ligne des arbres et la ligne de neige dans une vaste région. La découverte de ces plantes. C'est un témoignage de la résilience de la vie et un rappel que même les environnements les plus hostiles peuvent éventuellement être conquis. Cependant, c'est aussi une source de préoccupation, car la présence de vie végétale sur l'Everest pourrait avoir des implications considérables pour l'équilibre délicat de l'écosystème montagnard. Les scientifiques essaient encore de comprendre comment ces plantes parviennent à survivre au sommet le plus élevé du monde. Certaines théories suggèrent que l'augmentation des températures et les changements dans les modèles climatiques pourraient créer des conditions plus hospitalières pour la croissance des plantes. D'autres spéculent que les plantes pourraient s'adapter à l'altitude extrême et au manque d'oxygène de manière que nous ne comprenons pas encore entièrement. La découverte de graminées et d'arbustes sur le mont Everest est une avancée fascinante qui souligne le pouvoir et l'adaptabilité de la vie sur notre planète. À mesure que les scientifiques continueront à étudier ce phénomène, nous pourrons tirer des leçons précieuses sur la résilience de la vie et les façons dont elle peut s'adapter et prospérer, même dans les environnements les plus difficiles. Numéro 5. Des réservoirs d'oxygène qui disparaissent. Les réservoirs d'oxygène sont un véritable sauveur pour les alpinistes qui tentent d'atteindre le sommet du mont Everest, car l'oxygène fournit les moyens nécessaires pour survivre dans l'environnement traître et à haute altitude. Cependant, ces dernières années, une tendance alarmante a émergé. Les réservoirs d'oxygène disparaissent de la montagne, laissant les alpinistes bloqués et en danger. Certains spéculent que la disparition des réservoirs d'oxygène pourrait être le résultat de vols par d'autres alpinistes, désespérés d'obtenir un approvisionnement en oxygène pour aider à leur propre ascension. D'autres suggèrent que les réservoirs pourraient être victimes de l'environnement impitoyable du mont Everest lui-même, se détachant ou s'enterrant dans la neige et la glace. Cela a conduit beaucoup à abandonner leur expédition bien planifiée. Prenons l'exemple de Rupert Jones Warner, un alpiniste britannique de 27 ans, doté d'une grande détermination et d'un esprit indomptable. Depuis qu'il s'en souvienne, Rupert avait rêvé de conquérir le sommet du monde, l'Everest, non seulement d'un côté, mais des deux, en empruntant la voie népalaise et le côté tibétain. Un défi que peu ont réussi. Il a commencé son voyage avec un cœur plein d'espoir, et après avoir surmonté de nombreux obstacles, il a réussi à atteindre le premier sommet. Cependant, sa deuxième tentative a été frustrée par un incident inattendu. Le manque de bouteilles d'oxygène, un élément vital pour survivre aux altitudes extrêmes de la montagne. Sur sa page Facebook, il a publié un message plein de désillusion. Malheureusement, j'ai été contraint d'abandonner ma deuxième tentative de sommet en raison du manque d'oxygène. Ce problème des bouteilles d'oxygène disparues reste non résolu, car jusqu'à présent, aucun voleur n'a été attrapé avec ces bouteilles d'oxygène supplémentaires. Perdre une bouteille d'oxygène lors d'une expédition sur l'Everest équivaut à recevoir l'impact d'une bombe thermonucléaire. Cela peut être la fin de votre voyage et même de votre vie. Par conséquent, si jamais vous vous retrouvez à escalader l'Everest, assurez-vous de bien attacher votre bouteille. Numéro 4. Mauricio Wilson. Mauricio Wilson est un soldat britannique renommé qui, sans l'aide de personne, a occupé un poste de mitrailleuse contre l'avancée des Allemands en 191. Après cet exploit, il a ajouté l'Everest à sa liste de souhaits. Son plan était d'atteindre seul le sommet, à sa manière, pour promouvoir sa croyance en Dieu. L'Anglais, en 1933, s'était préparé à voler vers le versant nord de la montagne de l'Himalaya, a effectué un atterrissage forcé avec son avion, puis a escaladé seul jusqu'au sommet. Ainsi, il s'est entraîné à la randonnée et a piloté un avion de type Mott en Grande-Bretagne, avant de se rendre à Darjeeling,
où il s'est préparé pour son ascension en jeûnant et en priant, croyant que c'était tout ce dont il avait besoin pour atteindre le sommet. Malheureusement, il s'est écrasé avec son mob juste avant que son expédition ne commence. Il a donc dû abandonner le plan pour lequel il s'était entraîné. Dire. Ensuite, le 22 mai 1934, Wilson est parti à pied à travers le glacier Ringbuk, où il a finalement été bloqué par un mur de glace, probablement en raison de son manque de compétences, ou peut-être parce qu'il n'avait pas suffisamment d'équipement d'escalade. Dans son journal, où il notait tous ses mouvements et rencontres, Wilson a expliqué comment il a trouvé une paire de crampons, une plaque pour escalader sur glace, dans un ancien campement. Au lieu de les utiliser à son avantage, il les a jetés. Par la suite, une petite expédition dirigée par Eric Shipton, en 1935, a trouvé le corps de Wilson allongé sur le côté dans la neige, entouré par les restes d'une tente, qui avait été détruite par les éléments. De même, de la lingerie et des chaussures à talons ont été récupérées sur place. Essayait-il de gravir l'Everest avec une chaussure à talons? Eh bien, il a été découvert plus tard qu'il avait été travesti avant d'être obsédé par la manie de l'Everest. Les rapports montraient qu'il avait travaillé dans un magasin de vêtements féminins en Nouvelle-Zélande. Bien que la cause de sa mort reste un mystère, on pourrait dire que le climat était trop pour lui. Numéro 3. La troisième personne, Frank Smith, un explorateur et botaniste britannique, s'est rendu au sommet de l'Everest avec d'autres alpinistes sur son chemin. Toute son équipe est retournée au camp pendant l'ascension en 1933. En raison du vent fouetté par les montagnes, de la glace et des faibles niveaux d'oxygène et de neige. Mais Smith a continué malgré le climat et a donné un rapport détaillé d'un événement qui est maintenant courant parmi les scientifiques. En tant que facteur à la troisième personne, l'explorateur britannique a écrit sur la façon dont il a partagé un gâteau à la main Kendall avec un collègue. Il a coupé le gâteau en deux moitiés et s'est retourné pour offrir l'autre moitié à un collègue. Il se sent étrange parce qu'il était seul pendant le voyage. Il a dit que tout ce temps, j'ai grimpé seul et j'ai eu la forte impression d'être accompagné par une deuxième personne. Le sentiment était si fort qu'il a complètement éliminé toute solitude que, autrement, j'aurais pu ressentir. Le cas Smith n'est pas le seul. Également en 1975, Dougal Scott et Dougal Houston, deux alpinistes britanniques morts de leur voyage, ont atteint le sommet en pleine nuit, car ils ont été contraints de passer la nuit dans la zone de la mort. Sans oxygène, ces hommes ont creusé un trou dans la neige en guise de nid et ont passé la nuit. La nuit, le vent a apporté des visiteurs étranges et les deux alpinistes ont rapporté qu'ils avaient la sensation qu'il y avait une autre présence avec eux dans la grotte de neige. Cet étranger leur a offert de la chaleur corporelle, merci, et il leur a donné des suggestions pour les aider à rester au chaud et en vie. De plus, des alpinistes comme Reynold Messner, Peter Hall et Lincoln Hall ont également partagé des cas similaires de corps étrangers venus à leur aide. Montagne. Bien que de nombreux scientifiques aient expliqué que le climat sur le mont Everest épuise l'énergie du cerveau et peut provoquer des hallucinations, la vérité est qu'avec le nombre de morts en jachère sur l'Everest, il est peu probable que des cas de cette nature ne soient pas vrais. Numéro 2. Expédition russe de 1952. Bien qu'elle ait déjà plus de 50 ans, l'expédition russe de 1952. C'est un étrange malheureux qui n'a jamais été expliqué clairement. Selon les historiens, vers 1952, le gouvernement russe a parrainé une expédition au sommet du mont Everest. Si elle avait réussi, cela aurait été la première fois que quelqu'un aurait réussi à atteindre le sommet de la montagne. L'idée était que le groupe atteigne le sommet et publie des photographies de l'atterrissage au sommet de la montagne, et que la Russie revendique cette victoire comme une victoire pour tout le pays. Le rapport indiquait que ces alpinistes étaient presque arrivés au sommet de l'Everest, et alors qu'ils effectuaient la dernière étape de leur voyage vers le sommet, ils ont disparu. Il ne restait que quelques heures pour revendiquer leur victoire. Mais ils ont disparu de la surface de la Terre, et on ne les a jamais revus ni entendus parler d'eux. Ce qui rend l'histoire si étrange, c'est que leur corps n'a jamais été retrouvé. En plus de cela, il est important de mentionner qu'aucune trace de leur équipement n'a jamais été trouvée. En fait, à la lumière des faits, il semble que l'expédition n'ait jamais eu lieu, et c'est certainement une possibilité que nous ne pouvons pas écarter,
surtout en tenant compte du fait que le gouvernement russe n'est pas étranger aux controverses. Lorsque l'on a demandé plus tard au sujet de l'authenticité et du déroulement de l'expédition, le gouvernement lui-même est resté dans un silence ambigu, refusant d'admettre si l'expédition avait eu lieu ou non. C'est possible, et c'est pure spéculation. Que le voyage ait réellement eu lieu et que le gouvernement ait refusé d'en parler. Peut-être par crainte qu'on leur demande la mort de ces courageux alpinistes qui ont mystérieusement disparu. Cependant, si cela est vrai, une question troublante se pose. Pourquoi? Aucun de leurs corps et effets personnels n'a jamais été retrouvé? Cela ne fait qu'ajouter du carburant au feu des théories du complot. Numéro 4. Le Yéti. Bien qu'il soit relativement plus petit par rapport au Bigfoot d'Amérique du Nord. Le Yéti est une créature bipède située dans les montagnes de l'Himalaya. On pense que cette créature pèse entre 200 et 400 livres et est couverte de poils bruns, gris ou blancs. Il est également décrit comme ayant des dents acérées, mais la description locale du Yéti semble un peu différente. Il croyait qu'il existait 3 variétés de Yéti. Na et le Nyalmo, qui mesure environ 15 pieds de haut et est couvert de poils noirs. Le Nyalmo est une famille de Yétis considérée comme la plus grande et la plus féroce. Le second est le Chuti. Il est assez plus petit en comparaison avec le Nyalmo. Le Chuki mesure environ 8 pieds de haut et vit entre 8000 et 1000 pieds au-dessus du niveau de la mer. De plus, nous avons le Bombo Rangchim, qui a un pelage marron rougeâtre. Et il ne mesure que de 3 à 5 pieds de haut. En 1921, Charles Howard Barry, un explorateur britanno-irlandais et lieutenant-colonel botaniste qui dirigeait l'expédition britannique de reconnaissance au mont Everest, a inventé le nom de bonhomme de neige abominable pour les Yétis. La même année, Barry a trouvé de multiples empreintes de la créature à haute altitude. Par la suite, il a été annoncé que les empreintes avaient été laissées par un ougri. Ce fut une révélation surprenante qui a attiré l'attention de beaucoup. Dans des avancées plus récentes, en 2009, Joshua Gates et son équipe de chercheurs ont réalisé des découvertes notables, incluant une mèche de cheveux trouvée dans les empreintes de l'animal mystérieux. Ces empreintes étaient impressionnantes, mesurant 33 cm de long et 25 cm de large, des dimensions qui suggéraient la présence d'une grande créature. L'équipe de recherche s'est empressée d'analyser la mèche de cheveux et les résultats ont été surprenants. Un analyste médico-légal dédié à l'examen des cheveux a été stupéfait de découvrir qu'elle contenait une séquence d'ADN inconnue. Cette découverte était intrigante, car la séquence d'ADN ressemblait à celle des monstres légendaires, le Bigfoot et le monstre du Loch Ness, des créatures qui ont été le sujet de nombreux mythes et légendes au fil des ans. Malgré ces découvertes, jusqu'à aujourd'hui, il ne semble pas y avoir de preuves concrètes confirmant l'existence du Yéti. Cependant, ce manque de preuves tangibles n'a pas découragé les croyants. En fait, beaucoup continuent de croire en son existence, et la recherche du Yéti reste une aventure fascinante pour beaucoup. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.